Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. 2 ans déjà que nous partons à la découverte de parcours faits main. Aujourd'hui, c'est Anne-Sophie Novelle qui prend la parole. Anne-Sophie a d'abord fait des études et une thèse en économie, après lesquelles elle a choisi de transformer sa vie, de basculer de voie afin d'exercer en tant que journaliste spécialisée en écologie. Voilà 20 ans qu'elle y dédie son énergie, son temps, sa plume. Comment ce basculement de voie s'est-il opéré ? À quoi ressemble une vie que l'on dédie à un sujet qui nous dépasse et nous anime ? Quelle place pour cette information auprès du grand public et de la profession ? Et bien sûr, comment allier métier, conviction et inquiétude ? Allez, je vous invite maintenant à découvrir Anne-Sophie Novelle. Et bien le bonjour Anne-Sophie et bienvenue sur l'Enthousiaste. Bonjour. Ça fait plaisir d'ouvrir cette saison 3 avec toi. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci, ça va bien. Eh bien, parfait. Une bonne conversation qui s'annonce alors. Est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent d'ailleurs ? Je m'appelle Anne-Sophie Novelle. J'habite dans la région bordelaise, dans une petite région qu'on appelle l'Entre-deux-Mers, avec ma petite famille, mes loulous, de bientôt 13 et 7 ans. Et côté boulot, je suis journaliste, autrice, spécialisée dans les questions d'écologie. Depuis 20 ans. Et donc, on va avoir un joli parcours à discuter. J'en dis pas plus. J'aime bien commencer les interviews en posant le cadre par un peu une définition d'un des grands thèmes de la rencontre. Et donc, pour toi, je me suis dit que la définition qui pourrait être intéressante pour l'ouverture, ce serait « Qu'est-ce que pour toi le journalisme ?» C'est mon métier. Le journalisme, c'est la profession que j'ai choisi d'exercer une fois ma thèse terminée. Je l'ai soutenue en 2009. Le journalisme m'intéressait, mais je pensais pas y venir si tôt. Je pensais avoir d'abord une carrière en ONG ou en entreprise, en me disant si ça t'intéresse, ce sera toujours possible de faire du journalisme et t'auras un réseau, une expérience et voilà. Et en fait, les choses se sont précipitées parce que à l'époque, déjà, on faisait le constat que les médias ne parlaient pas suffisamment des questions de climat, d'environnement. Et là, ça a un peu changé, mais en 2009, c'était pas trop le cas. Et je me suis dit, en fait, ce sujet est trop important dans la hiérarchie de l'information pour être négligé. Ça faisait 3 ans que j'écrivais en parallèle de ma thèse sur un blog sur ces questions. Et donc, j'ai décidé de me lancer comme journaliste pour traiter de ces questions, en me disant je veux mettre ces sujets à la une des médias, c'est trop important et je comprends pas pourquoi cette information si cruciale pour l'avenir de l'humanité sur Terre passe à la trappe. Et voilà. Donc, le journalisme pour moi a été une manière de donner à voir, à comprendre, donc voilà, c'est bouleversement en cours, avec l'intention aussi de réfléchir à la posture que l'on a et aux espaces que l'on crée pour faire de la conversation et du débat. Parce que ces sujets-là nous dépassent, ils nous traversent, ils sont très complexe et aujourd'hui l'écologie est vue comme un sujet clivant, de combat. Alors il faut du rapport de force, mais je pense que on gagnera plus à faire des choix collectifs qui passeront par de l'engueulade, mais par des choses sur lesquelles on se sera mis d'accord. Et c'est pas sur nos désaccords qu'on arrivera à construire quoi que ce soit d'intéressant pour la suite. Sacrée entrée de jeu. Je pense que je vais revenir déjà, commencer par le début de ton parcours académique avant de plonger dans le journalisme et dans l'environnement. Pourquoi est-ce que tu t'es lancée en économie d'ailleurs ? Parce que t'es quand même allée de bout en bout
L'économie. Dans cette voie-là L'économie, je crois que c'est... après mon bac, j'ai fait une prépa lettres et sciences sociales. Et j'ai eu un super prof de socio-éco. Voilà, très à gauche, qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur plein de penseurs. Et moi, le sujet que j'ai commencé, auquel j'étais très sensible, très jeune, mais que j'ai vraiment étudié à ce moment-là, j'avais 17-18 ans, c'est la question des injustices et des inégalités. Et vraiment, je me passionnais pour cette question. J'étais ultra sensible à ça. Et en fait, après ma prépa, j'ai pas voulu cuber. Je suis partie à la fac étudier la finance et le commerce international. Et je me suis embêtée à la fac après la prépa. Ah oui, c'est sûr que c'est pas le même rythme. C'est pas le même rythme. Et je suis partie, j'ai eu la chance d'être prise pour aller faire une session d'été à Berkeley. Après, j'ai étudié à Édimbourg aussi en Erasmus. Et j'ai profité de ces années et de ces mois passés à l'étranger pour travailler sur la géographie, la place des femmes, les ressources naturelles, pour travailler sur la finance éthique. Enfin, j'allais tout de suite vers ces sujets, d'équité. Et en fait, l'un dans l'autre, j'ai, à mon retour en France, mon master, je me suis intéressée à la place des pays pauvres dans l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est là que j'ai commencé à interroger mon laboratoire de recherche, c'est-à-dire mes professeurs, je comprends pas pourquoi ces questions de ressources, de CO2, d'eau ne rentrent pas dans les modèles économiques que vous nous enseignez. Et donc j'avais 22-23 ans. En fait, c'est le fait que tu étais multidisciplinaire qui en fait t'a permis de voir aussi un peu les lacunes. L'économie, en tout cas, est une matière qui permet d'être, pour moi, une matière qui permet de croiser les regards, en tout cas, et donc j'ai toujours insufflé une dimension socio. Donc dans mon mémoire de recherche, c'était ça. Et en parallèle, d'ailleurs, je travaillais à l'Institut français des relations internationales en tant qu'assistante de recherche. Et c'était vraiment ces sujets de comment se fait-il qu'il y ait un deux poids deux mesures pour les pays les plus pauvres dans cette organisation-là. On leur impose des sujets qui sont venus dans l'actualité là sur le CETA ou des accords. On parlait beaucoup de la taxe Tobin, comment taxer les plus riches pour justement aider la question des vulnérabilités dans leur ensemble et de la manière dont le système met en œuvre ces vulnérabilités me laisse pas insensible. Et à ce moment-là, t'arrivais à te projeter sur le plus tard? Tu te voyais faire quoi? Est-ce que je me projetais? En tout cas, à cette période, je commence à prendre mon petit bâton de pèlerin et à écrire sur ces... En fait, je faisais une revue de presse pour mes proches tous les matins et un jour, j'ai un ami qui me dit « Mais fais un blog, c'est la mode, comme ça tu pourrais élargir le cercle et surtout faire des rencontres ». Et c'était un très bon conseil parce que du coup, en effet, j'ai pu ouvrir ce premier blog sur le site du Monde où j'étais abonnée. Et puis, en fait, je commençais à écrire comme ça. C'était devenu indispensable. C'était une façon pour moi de me former aussi à ces enjeux, à faire de la veille, à partager des réflexions. Tu avais un peu cette deadline de te dire il faut que ça avance. Ouais, mais c'était à la fois pour parler de ces sujets, mais c'était aussi parce que j'apprenais beaucoup de choses et que je voulais partager des réflexions. Donc c'était l'ère des blogs où on parlait beaucoup à la première personne, un peu comme un journal, dans l'introspection, et du coup on allait commenter les uns les autres. C'était vraiment et du coup comment j'ai vécu les choses. Après je suis allée au bout de mes études. J'ai fait une thèse quand même sur l'économie du terrorisme parce que moi, j'avais 20 ans quand il y a eu les attentats du World Trade Center, que on voit là ces tours s'effondrer à New York, que je découvre l'existence du djihadisme, de choses sur lesquelles je me suis jamais penchée. Et je suis surprise à l'époque de voir que la bourse à Wall Street se rouvre après 5 jours d'arrêt, et je me dis mais c'est quoi ces bouleversements, c'est quoi ce monde, on vient de basculer dans les années 2000, et j'ai toujours été en fait je crois je suis curieuse de plein de choses, c'est ça mon problème parfois, parce que du coup c'est à la fois une chance et à la fois voilà, mais je me suis toujours laissée guider par ma curiosité.
et par mes envies. En fait, c'est ça qui me guide. Je suis assez intuitive. Intuitive. En tout cas, je laisse de la place dans mes choix à l'intuition. Et voilà. Et donc, du coup, je ne me projetais pas en tant que telle, comme là, ce que je fais aujourd'hui. Mais il est certain que quand je me suis lancée comme journaliste, j'avais des grands rêves, de rédaction avec lesquelles je voulais travailler, de personnes avec lesquelles je voulais souhaiter collaborer. Et en m'écoutant, ces choses-là sont arrivées. Donc, c'était plutôt chouette. J'ai eu de la chance. Félicitations. Et puis, la chance, ça se provoque et ça se construit. Peut-être, mais en tout cas, voilà, je me suis écoutée et ça n'a pas toujours été facile, mais au moins, j'étais alignée. Voilà. Mais justement, pourquoi est-ce que après ta thèse, t'as changé de voie? Enfin, le journalisme, ça t'est venu quand? C'était un rêve d'enfant ou c'est... Je crois que c'est un métier qui m'a toujours attirée. Mais pareil, j'ai fait une thèse en me disant, une thèse, c'est un diplôme, certes, mais c'est aussi une méthodologie de travail. C'est une exigence. C'est un sujet qu'on mène, sur lequel on va devenir expert. On doit tout étudier, on doit se poser des questions, on doit suivre une méthodologie, on doit avoir un protocole. Enfin. Une vision bien systémique de la question. Oui, voilà. Et du coup, savoir aller jusqu'au bout. Enfin, c'est une preuve qu'on sait mener. J'avais un prof qui nous avait expliqué ça comme ça, donc c'était ça qui m'intéressait. Puis accessoirement, le monde de la recherche, c'est aussi un monde où on a le luxe de pouvoir se poser des questions et d'être accompagné. Ouais. Et j'ai eu la chance en 4e année de thèse de rencontrer Bruno Latour, qui était une rencontre formidable. Enfin, il me demandait de danser ma thèse. Enfin, c'était une période difficile parce que j'ai beaucoup pleuré. J'en avais ras-le-bol ras-le-bol parce que justement à côté, je nourrissais toutes les nuits des papiers, des articles et une réflexion sur c'est quoi le monde dans lequel on veut vivre. Je commençais à m'investir dans le monde associatif au moment des élections présidentielles de l'époque, au moment du Grenelle de l'environnement, à m'engager aussi d'une certaine manière. Et donc, une fois ma thèse soutenue, je ne pouvais plus me dire je vais travailler à Bercy et continuer comme ça. Il fallait que je m'unisse à ça. Et quand je rencontre Pierre Aski, à qui je dis écoute, j'ai monté un blog collectif, on fait de l'information. Est-ce que tu crois que je dois faire une école de journalisme? Voilà, il m'a dit non, pas besoin. Tu écris tous les jours depuis 3 ans. Tu as fait une thèse. Viens un peu dans la rédaction, tu vas rester un peu avec nous, puis et voilà, là c'était formé sur le terrain finalement. Mais je suis pas restée longtemps, juste ils m'ont dit t'as pas besoin de grand chose et puis après en fait les choses se sont présentées à moi. J'ai eu des propositions. Alors à l'époque, on était au début des réseaux sociaux, j'étais identifiée comme blogueuse, donc comme ayant de la maîtrise de ces outils-là. Je n'ai plus du tout de maîtrise, notamment sur Instagram ou les réseaux sociaux aujourd'hui, je l'avoue. Mais à l'époque, voilà, c'était Facebook et Twitter qui étaient très à la mode et donc du coup, je gagnais ma vie en donnant des formations. Et je gardais du temps à côté pour faire mes premières piges, mes premiers papiers. Donc finalement, le journalisme, tu dirais que c'est un domaine dans lequel on peut faire son chemin sans avoir eu la formation, le diplôme certifiant, quand on y met le temps. Oui, en fait, pour moi, c'est une histoire de... il faut avoir des fondamentaux. Après, ça dépend du parcours que l'on a avant. Il y a quand même... c'est un métier qui est pas forcément facile, surtout aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils à maîtriser. Là, on a l'IA qui arrive, qui va encore rebattre certaines méthodes de travail, je pense. Donc, si vous avez l'occasion de faire une école, faites-la, mais c'est pas indispensable. Si vous n'avez pas envie, si vous écrivez par ailleurs, si vous avez des sollicitations, vous arrivez à décrocher des stages sans, ça peut être utile. On peut se débrouiller aussi. Il y a plein de journalistes qui n'ont pas fait d'école. Okay. Et moi, j'ai pas fait d'école. C'est vrai que la première fois que j'ai eu ma carte de presse, j'étais super fière parce que c'était pour moi comme si j'avais ton diplôme validé. Mais Dieu sait que c'était compliqué parce que j'étais payée avec soit en pige, soit en droit d'auteur. Enfin, il a fallu que j'aille défendre ma posture pour obtenir cette carte de presse la première fois. Et après, c'est quand j'ai commencé à enseigner en école. Je me suis dit en fait, j'ai pas fait d'école, mais maintenant je me retrouve à enseigner. C'est pourquoi je me suis battue. Donc c'était mes petites zones de fierté à moi de me dire c'est que j'étais dans le juste et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit continuer à promouvoir et transmettre, semer des graines un peu partout. Voilà. Bon, bref. Donc je sais plus quel était le début de la question, mais voilà, le journalisme en fait, il est arrivé.
C'était une évidence. En fait, c'est ça. Il y a eu des obstacles internes, externes. Non, en fait, si. L'obstacle. Est-ce qu'il y a eu d'obstacles? Non, j'ai eu mon papa m'a donné des coups de pied aux fesses quand je lui ai dit j'abandonne la thèse. Je sais que maintenant, voilà. Il m'a dit mais tu vas le regretter toute ta vie. Donc j'ai dit ok, je vais m'enfermer 3 mois pour la finir. J'étais très fière. Il avait raison de. Moi, j'étais très fière de soutenir ma thèse parce que c'est une épreuve en fait, mine de rien, et on comprend sa thèse les 3 derniers mois, donc j'ai pas dormi trop le dernier mois, mais ça c'était bien. Mais après, en effet, j'aurais pu aller bosser à Bercy ou avoir des postes. C'est pas ce que j'ai choisi. En vrai, c'est ce que j'ai fait, c'était ne pas avoir beaucoup de revenus, ne pas avoir un métier à la hauteur de mon diplôme. C'était du coup peut-être déceptif pour mes parents qui me voyaient peut-être plus prof ou travailler. Il y avait un peu des retours sociaux, tu dirais, sur. En tout cas, qui m'ont toujours soutenue et qui c'est grâce à eux aussi que j'ai pu faire ce type d'études. Tu vois, ils m'ont. J'ai travaillé voilà à partir de master pour gagner ma vie. J'ai été financée pendant ma thèse, donc mais c'est grâce à eux que j'ai pu voilà être à Paris, avoir un logement et c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est là que j'ai eu de la chance. Je sais quelle est voilà mon origine sociale, culturelle et du coup voilà. Mais là, je me suis écoutée. J'ai bifurqué avant qu'on en parle. C'était une bascule. Non, j'ai fait ces études-là, mais je vais pas rester dans. Mais c'est pas moi. En tout cas, c'est pas ce que j'ai envie de porter. En fait, l'urgence me dépasse. Et l'urgence, elle est aujourd'hui d'en parler plus, d'en parler mieux. Et c'était ça, moi, qui me guidait, en fait. Rien d'autre. Et ce mot bifurqué, qui est quand même assez récent, à ce moment-là, tu te le disais, sans forcément dire le mot bifurqué, qui n'existait, enfin, qui était pas approprié à ce genre de changement de voie, mais c'était quelque chose, c'était un gros coup d'audace. Tu vois? Je suis pas sûre de l'avoir. Aujourd'hui, on le met en scène, ça. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire une petite collection de livres où des gens racontent comment ils ont bifurqué dans leur métier. Mais aujourd'hui, tu écris sur toi dessus? Non, pas forcément. Mais en fait, aujourd'hui, c'est devenu une revendication. Mais parce que c'est important de le faire savoir haut et fort. Moi, je l'ai vécu en mode, j'ai dit à mes parents non, je ferai ça. Ouais. Ah, mais tu te trompes. Donc c'est la charge, voilà, c'est porter des sujets sur l'écologie où on nous regarde un peu de travers parce que. Mais surtout en plus à l'époque, était encore moins. Ah oui, à l'époque, oui. Puis il y avait du monde à ce moment-là qui. À l'époque, moi, je faisais partie là où j'ai été confortée dans mon approche, c'est que je commence à écrire sur ces questions en 2005-2006. Et vraiment, en parallèle de ma thèse, je fais ça. Et donc, j'ai rencontré plein de blogueurs, blogueuses qui sont restés des super bons copains et des amitiés vraiment fortes. Donc, dans un petit écosystème où on prenait la parole sur ces questions et on s'est retrouvés et on s'est rencontrés sur ces valeurs. Et du coup, j'avais ce tissu relationnel. Voilà, on a été à Copenhague suivre la COP 15 à plusieurs dans l'équipe. On faisait des rencontres fréquemment. On a organisé plein d'événements. C'est aussi ça qui fait créer en fait un écosystème. Oui, et puis la période était similaire à ce qu'on est en train de vivre. En fait, cette question de l'écologie, elle vient dans la société. Donc il y a des phases où il y a des grosses mobilisations. Donc en 2007, 8, 9, ça monte énormément et après Copenhague, ça se casse la figure. Ça remonte après en 2014-2015, donc autre vague de montée en puissance, les accords de Paris. Après, il y a Greta qui arrive, tous les youtubeurs, etc. Puis là, c'est devenu un fait qui maintenant au quotidien nous affecte. En ce moment, tu dirais qu'on est où justement? Et là, moi, je trouve que depuis septembre, on a une espèce de reflux parce que on est rentré aussi dans le dur, donc c'est symptomatique. Reflux dans le sens où ça redescend. Oui. En tout cas, dans les médias, je le sens énormément, mais aussi parce que l'écologie, comme d'habitude, ça commence à bien faire, comme dirait l'autre. C'est forcément des gens chiants, c'est forcément un sujet anxiogène, c'est forcément des huluberlus activistes, écoterroristes, Khmer verts, enfin que des termes
forcément on est trop radicaux et ça, ces termes-là, ils étaient déjà utilisés à l'époque et le gouvernement ne cesse de les utiliser, l'instrumentalise à dessein. Certains médias le reprennent et les émissions qui parlent des luttes sur le service public sont en train de disparaître. Enfin, et en septembre, je parlais avec plein d'amis en disant mais regardez les débats que on nous fait sur certaines émissions où c'est volontairement très polarisé, très clivant, et je ne comprends pas ce traitement. En fait, ce sujet nous dépasse, on n'a pas le choix que de s'en emparer et de trouver des solutions collectivement. C'est pas il nous faut tisser des liens autour de ça. On peut ne pas être d'accord, mais on peut être riche de nos désaccords. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'opposer les agriculteurs avec les écolos, les gens qui pensent qu'il faut décroître avec des gens qui ont peur d'aller casser de l'emploi. Enfin, et tout ça, c'est souvent un manque de discussion et de nuance. Et moi, c'est ce journalisme-là qui m'intéresserait, c'est d'arriver à créer de l'information qui relie, qui grandit, qui nous permet d'envisager les choses autrement. Et ça, quand je vois ce type de débat orchestré sur des chaînes de service public, je suis affolée. Et j'ai dit à des consoeurs, pourquoi vous y participez ? Je comprends votre envie de participer, d'aller dans un ring, mais je pense que ça perd les gens. Je pense que le public est perdu. Je pense pas que ça reste audible, ou si on reste dans ce combat de catch, je doute de notre capacité à nous faire entendre, ou alors on va être que à se faire plaisir entre nous, et on va pas élargir le cercle. Donc voilà. C'est une vraie question, tu vois, sur le rapport à l'information en écologie de la part du grand public, où justement avec toute genre le terme précis m'échappe, mais de boucle d'information, tu sais, où les algorithmes te remettent dans ce en quoi tu crois, et donc finalement où quelque part tu prêches du convaincu. Ouais. Je finissais par me demander, mais en fait, est-ce que dans tout ça, ou comme c'est une information qui est toujours présentée de manière clivante et anxiogène, où on parle pas de solution, alors qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essaient de mettre des choses en place. Je me disais, mais est-ce que tu penses que le grand public la veut finalement, tu vois, d'une certaine manière, cette information ? Alors, est-ce que le public... Oui, parce que il y a plein d'influenceurs, de personnes qui font l'information, qui ne sont pas journalistes de formation, qui arrivent à avoir leur public. C'est difficile d'avoir une lecture et de savoir quel public lit quoi, s'informe comment. Il faudrait vraiment faire une étude là-dessus. Ça serait intéressant de voir d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui s'y intéressent. Après, il est vrai que souvent, on a pour habitude de dire que les audiences ne suivent pas, que les gens ont peur ou que c'est des sujets compliqués. Et c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas intéresser. Et je pense qu'il y a plein de grandes investigations qui ont été faites qui fonctionnent. Hugo Clément, on peut ne aimer ou pas ce qu'il fait, mais il est quand même énormément suivi. Il arrive à s'adresser à tout type de génération avec ses enquêtes. Enfin, je veux dire, c'est des sujets sur lesquels on peut quand même... Voilà. Par contre, aujourd'hui, il y a des registres de traitement de ces questions qu'on peut faire évoluer. Je pense que les sciences économiques, les sciences sociales peuvent nous aider à trouver des nouveaux types d'angles qui nous sortent un peu des registres que l'on connaît bien, de dénonciation, d'indignation, de faits scientifiques catastrophiques. Enfin voilà, il y a peut-être des choses à inventer. Mais en attendant, il y a des médias qui font très bien le job, qui se débrouillent très bien sur les réseaux sociaux. Donc il y a une audience quand même. La question c'est qui compose ces audiences et qui arrive à vraiment s'adresser à donc à aller au-delà même de ces audiences-là. Oui, puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a pléthore de médias. On n'avait pas ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est fou la quantité d'informations qui circulent. Je veux dire, c'est à l'époque, moi, j'arrivais à avoir un aperçu de l'actualité. J'ai un peu arrêté de le faire maintenant parce que je le fais différemment, mais je trouve que ça circule de partout. Chaque jour, des nouveaux influenceurs, influenceuses nous informent de tels désastres. Enfin, on sait plus où donner de la tête. C'est plus voilà cette multiplicité des alertes qui se multiplient qui moi m'interroge aujourd'hui à me dire quelle lisibilité, est-ce que ça va pas nous donner envie de baisser les bras ou se dire que foutu pour foutu, autant en profiter. C'est des discours qu'on entend aussi. Oui. Et au sein de la profession, quel rapport avec cette information tu vois? Est-ce que tu vois, c'est vu comme le truc, tu vois, c'est relou.
Ou est-ce que c'est vu comme le truc, est-ce que c'est pris au sérieux? Est-ce que t'as la sensation que les professionnels de l'information en ont peur parce que c'est de la science et en France on peut un peu mettre ça sous un gros piédestal? Non, là ça a changé. Ça a changé parce que ce n'est plus le fait scientifique lointain, c'est devenu un fait qui nous social. Il y a des inondations, il y a des ouragans, est-ce que c'est concret? Il y a des incendies, c'est devenu plus palpable. Donc là, clairement, on peut plus nier. Il y a un manque de formation, mais là, nombre de médias forment leurs équipes. Depuis 2 ans, là, on est une dizaine à donner des formations. Donc, il y a beaucoup de journalistes qui se sont formés. C'est des formations de combien de temps? Tu penses que c'est des formations qui sont... De 1 à 3 jours, ça dépend. Ouais. Et tu penses qu'en 1 à 3 jours, ça permet d'avoir des gens qui se sentent suffisamment solides après pour... Après, non, on leur explique bien que, on leur redonne des ordres de grandeur, on leur explique les échelles de temps, on introduit la manière de traiter de ces questions, les enjeux, des discours aussi. Enfin, moi, je forme beaucoup sur tout ça, mais ça suffit jamais. En fait, c'est un sujet qui est sans fin et on peut pas être journaliste que écologie. Enfin, on a tous nos dadas. En fait, il y a des sous-catégories. Il y a l'énergie, il y a l'agriculture, il y a la biodiversité, il y a la question de l'océan, de la pêche. Enfin, c'est des questions des pesticides, des pollutions chimiques, du plastique. Enfin, les sujets sont vastes. Et après, on peut rentrer dans des considérations plus conceptuelles ou de marge de nos sociétés, de la décroissance. Enfin, voilà, je veux dire, on peut vraiment se spécialiser et aujourd'hui, on peut être même journaliste sportif écologie, journaliste écologie économie. Enfin, je pense que c'est ces croisements-là qui seront utiles. Donc là, pour moi, non, la profession, elle a changé. Donc généralement, les journalistes qu'on a, ils sont souvent volontaires, désireux d'y comprendre. Ils ont des enfants, des petits-enfants. Voilà. Après, il y en a, et c'est surtout ceux qu'on ne voit pas en formation, qui sont encore dans leur bulle et qui ont pas compris ou ne veulent pas comprendre ou n'ont pas envie d'être dérangés dans leur confort et leur train de vie ou ont clairement peut-être ne réalisent pas ce qui se passe. Ça n'excuse en rien, mais ne réalisent pas. Tu penses que c'est c'est un peu de l'autruche aussi, non? Parce que ça paraît grand, ça paraît justement, tu vois, ça te dépense tellement. Ou vont croire que les écolos ne sont que des empêcheurs de tourner en rond, qui veulent empêcher les grosses bagnoles, la viande, le barbecue et des anti-fun un peu. Ouais, mais c'est exactement les insultes et les reproches qu'on leur fait. Et du coup, on ne voit les choses que comme cette petite privation de confort personnel, pas du tout comme. Et c'est ça le grand problème, c'est que l'écologie, culturellement, on doit lui donner une autre image. Alors, j'ai pas encore vu le film d'Artus, mais j'ai prévu d'y aller ce week-end avec mes enfants et mon chéri, parce que j'aime bien sa façon de parler du handicap comme un petit truc en plus. L'écologie, en fait, on le voit toujours comme le petit truc en moins, comme la contrainte, comme le truc qui tourne pas rond, qui va juste nous empêcher de... Jamais on le voit comme le petit truc en plus qui fait qu'on va réinventer sa vie autrement. Et c'est ce que je dis à mes journalistes, là, quand je leur dis, mais mes étudiants, je leur dis, mais en fait, voyez l'écologie comme un terrain de réinvention. Ne le voyez pas comme le mode de vie qui va vous contraindre à être dans le renoncement permanent. En revanche, en effet, ça vous demande d'être plus malin, de vous amuser là-dedans. Mais c'est pas facile à faire comprendre. C'est pas facile, ça a des implications. C'est challengeant. Mais c'est pour ça que on peut le faire. On peut faire des efforts individuels, mais que le problème, il est surtout comment politiquement s'en emparer pour que dans la société, ça soit un sujet où on n'ait pas la sensation que parce qu'on agit, on se met en défaut par rapport à d'autres. En fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'acceptabilité sociale. C'est le fait que je vois pas pourquoi moi je vais agir alors que les plus riches ne font pas ça. Je vois pas pourquoi je vais me priver si l'autre à côté il fait pas d'effort. On est dans un mimétisme qui existe de tout temps. Là-dessus, les sciences sociales elles expliquent bien. Dès lors tant qu'il n'y a pas de justice sociale, ça marchera pas. Et du coup, on y revient, cette question de justice sociale.
Et c'est ça qui est, voilà, c'est les gilets jaunes, c'était ça. Tu reboucles ton parcours. En fait, non, mais je pense qu'il faut. Et alors là, c'est bien sur plein de combats, de personnes qui étaient invisibilisées, on arrive à mieux intégrer tout un tas de questions. Mais je pense que il faut cette convergence aujourd'hui entre ces différentes luttes pour arriver à en parler, mais à en parler bien. Et justement, tu vois, quand tu dis la convergence des luttes et en parler bien, et en même temps, tout à l'heure, où tu nous dis que tu poses la question de la lisibilité de l'information de par la multitude de médias, justement, quelle place enfin, quel rapport avec le grand public où il y a, je trouve, une place grandissante du divertissement et de la consommation de l'information par le divertissement et que, tu vois, de se dire, aller chercher des informations sur l'écologie qui sont des sujets sérieux, c'est un effort, tu vois, ça, tu prends en responsabilité, c'est pas fun, tu vois, tu vas pas. Et quel rapport, toi, ça te donne, justement, en tant que journaliste avec le grand public et avec comment ça affecte ton métier, quoi? Le divertissement, moi je me divertis pas trop. Je dois être sans doute très chiante ou très sérieuse, j'en sais rien. Mais je travaille tellement que j'avoue ne pas suivre tant de choses que ça. Que me divertir, je me dis même parfois faudrait que je le fasse plus. Mais tout ce que je sais, c'est que on a tous des vécus, des envies et que voilà, il y a des boulots qu'on mène qui sont chiants. Le soir, on rentre, on veut juste vider la tête. D'autres ont des boulots voilà plus légers, ont envie de se la remplir le soir. Enfin, c'est plus la question, c'est la culture du vide que certains commencent à évoquer en ce moment, c'est-à-dire cette abondance d'informations et de choses que. Alors après, qu'est-ce qu'on appelle divertissement, en fait, tu vois? Je veux dire. Est-ce que c'est regarder des chatons sur Instagram ou TikTok? Est-ce que c'est regarder une émission de télé-réalité? Est-ce que c'est aller se faire un théâtre ou au cinéma? Est-ce que c'est, tu vois, je veux dire, chacun va se divertir aussi. Moi, ce que je recherche, c'est d'avoir des espaces d'insouciance parce que comme je suis habitée par ces sujets, j'ai l'impression qu'ils sont là en permanence, donc il faut que je me force parfois pour décrocher et me dire là, prends du temps, souffle et pense à autre chose et va vivre dans la vraie vie et arrête d'être dans tes préoccupations d'écolo. Mais c'est vrai que ça affecte quand même le moral, la façon d'être et je pense pas être une rabat-joie. Voilà, c'est des gens, forcément l'écologie ça les rend ternes, je crois pas. Je pense juste que dans la manière de passer ces sujets, le théâtre peut être un formidable vecteur, la poésie, la fiction, le cinéma sont aussi des espaces qu'on doit investir. Et je pense même que l'imaginaire, en effet, mais la fiction peut même parfois faire passer plus de sujets que le journalisme sur certaines questions. En fait, il y a des gens qui vont plus comprendre parce qu'un film va aller les émouvoir dans un récit plus intime que le dernier rapport du GIEC avec ses chiffres compliqués. Oui, la force de l'émotion, finalement, on est des êtres d'émotion. Et c'est pour ça. Et je pense que c'est pour ça que dans les récits qu'on construit, y compris en tant que journaliste, c'est important de savoir aller rechercher ça, de pas cacher non plus l'émotion. D'être dans un récit où la vérité peut aussi surgir comme ça. Ce qu'on retrouve, là je vais le caler là, mais dans ta manière d'écrire, qui je trouve n'est pas que journalistique. Quand je lis par exemple, tu vois, Novelita ou quand j'ai épluché un peu, où je trouve que tu as une écriture qui reste aussi très poétique. J'essaye, en fait, de plus en plus, comment dire, je sais très bien écrire un article journalistiquement avec tous les codes qu'il faut. Mais on est dans une ère où tout le monde prend la parole à la première personne, raconte sa vie et regardez les influenceurs qui sont tout le temps en train de faire des confessions face caméra et de raconter ce qui leur arrive et on se complaît à regarder ça. Moi, j'ai pas envie de faire ça. En revanche, dans l'écriture, j'ai un espace un peu refuge où j'ai envie de partager quelque chose. Et du coup, si à travers ça, je peux mêler le sensible et le savant, c'est ça qui m'intéresse. Et donc partir d'une anecdote
anecdote, d'un vécu, d'une expérience un peu personnelle pour aller amener une réflexion plus forte, peut parfois juste ouvrir un espace d'identification ou de sincérité qui va créer les conditions où on va plus s'entendre que si je l'écris juste de but en blanc. Mais ça, c'est des petits espaces que je cultive quand j'ai le temps. Là, ça me manque parce que j'ai plus le temps d'écrire comme ça. Novelita, faut que je fasse. Je voulais le faire ce week-end, mais en tout cas, je vais pas dans ces espaces-là aller chercher à me conformer à une exigence ni de régularité, ni de format, ni de gagner en audience, ni de. J'ai envie de faire péter le cadre de tout ce qu'on nous impose par ailleurs, en me disant c'est mon espace, je fais ce que je veux. Vous venez si ça vous plaît pas, tant pis. Mais j'ai envie d'être dans un partage sincère où on se met pas de règles et ça arrive quand ça arrive. Et ouais, là, je suis à une phase de vie où c'est un peu ce qui me vient. Et du coup, ne pas prendre non plus la parole pour prendre la parole. Je veux prendre la parole pour porter quelque chose. Ouais, puis je veux faire la nique aux algorithmes, ça me saoule d'être dans ces contraintes. Enfin, je vois bien sur les réseaux sociaux, Facebook, j'ai arrêté depuis quelques années de publier. Maintenant, quand je suis suivie par plus de 5000 personnes. Quand je mets un message, il y a 3 likes. LinkedIn, voilà, si on poste pas au bon moment, au bon endroit, c'est pareil. Enfin, c'est ces contraintes-là qui font que pour exister, être lu, machin, il faut forcément avoir le ton, le machin. Pour moi, c'est une prison, une prison, et je veux rester moi. Je veux pas me conforter à ce qu'on attend de moi, et voilà. Et pourquoi avoir toujours besoin de plus de likes et de voilà pour exister dans ce monde-là? Ça me turlupine. Et en même temps, je reconnais que c'est très utile quand il faut passer nos messages, et que j'adore quand les influenceurs qui, pour le coup, sont très suivis, mais c'est leur métier, les créateurs de contenu, peuvent aider le travail des journalistes qui savent pas faire, quoi. Mais voilà. Bref, on s'est un peu perdu. Je sais plus. Non, ça marche très bien. Je voudrais plonger un peu plus dans le sujet de l'environnement. Et pour ce faire, je vais te lire un petit bout de Novelita pour pouvoir nous faire entrer dans la question, qui est, tu parlais de deux jeunes qui étaient intervenus à un festival où tu étais allé bénévolement prendre la parole. Et t'as écrit « Leur sincérité et leur désillusion convergent. Ils affirment ne pas vouloir d'enfants. Leur partage du constat est infaillible et leur foi en l'avenir amochée. J'ai connu cela plus jeune, moi aussi. » Et en lisant ça, je me suis demandé si cet espoir en l'avenir et cette foi en demain, tu l'avais retrouvé aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs phases dans tout ça, mais vraiment en 2006-2007, voilà, donc je commence vraiment à être à fond sur ces questions. Je vois ce documentaire là sur la pêche aux requins, on coupe les ailerons des requins. Enfin, ce documentaire me remue énormément, et je passe une semaine en PLS dans mon lit. Je dis à mon chéri, écoute, on fera pas d'enfants. Et je passe par cette phase où je me dis non, mais dans quel monde on va vivre? C'est pas possible. Donc c'est devenu un sujet de conversation, mais on s'est dit aussi, en fait, la logique de la vie, c'est pas se résigner comme ça. C'est en fait avoir des enfants, c'est autre chose que juste. Enfin voilà, c'est quelque chose de beau, et on peut aussi transmettre des valeurs, et on peut aussi et du coup on a eu 2 formidables enfants. Qui sont, pour ma plus grande, un peu éco-anxieuses, etc. Et quand je vois les jeunes aujourd'hui qui disent on ne veut pas d'enfants, je comprends parfaitement ce qu'ils vivent. Je me dis que il y a aussi une forme d'échec. Et ça, je l'ai vraiment vécu. C'était la veille de la présidentielle en 2022, en avril. Je bossais pour Vert, l'enquête sauvage venait de sortir, je venais de donner tous mes cours à 50 jeunes à qui je disais faut y aller. Et en fait, j'ai fait éponge. Et un matin, je me suis levée en pleurs, et j'ai dit à mon chéri, mais en fait, tu sais quoi, je crois que tout ce qu'on fait, c'est un vaste échec. J'ai accepté au fond de moi que on fera tout ce qu'on peut, mais qu'à l'échelle de l'évolution, si l'espèce humaine doit disparaître, ça sera rien de plus qu'une espèce supplémentaire qui aura pas réussi à... Mais en fait, c'est peut-être très sombre
dit comme ça, mais moi, ça m'a libérée de me dire, si on n'est pas en mesure de comprendre ça, je dis plus rien. Mais je vais continuer de faire ce que je fais parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais ça m'a fait sauter une sorte de verrou aussi. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si je suis claire. Si, tout à fait. Tu t'es donné. En fait, je pense que la pression aussi a lâché. Peut-être parce qu'en fait, toute cette responsabilité n'est pas mienne. Oui, mais parce qu'on on donne beaucoup de son temps, on sacrifie du temps personnel. C'est un engagement qui traverse et toute ma vie est dédiée à ça en fait. Donc c'est vraiment la cause, ma mission, c'est pas le bon terme, mais c'est ton objectif. Objectif, ou en tout cas je peux pas faire autrement. Mais voilà. Donc quand je vois ces jeunes, je comprends. Après avoir un enfant quand même, c'est tellement fort, ça offre tellement d'autres choses, ça décentre, ça permet aussi de se recentrer sur l'essentiel. Et je comprends la réflexion qu'on peut avoir sur la responsabilité en amont, etc. Mais ça me nourrit aussi de beaucoup d'espoir. Et quand je vois mes enfants, vraiment, ça me met dans une autre dynamique. Je crois qu'ils seraient pas là, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Je pense que comment dire, ils me nourrissent vraiment à cet endroit-là encore plus qu'avant. J'aurais décidé de rester dans mon coin et de me dire fichu pour fichu, ou je veux pas d'enfant pour ces raisons-là. Je crois que mentalement, je crois que j'irais vraiment pas bien. Et voilà, après c'est des sujets dont on parle, c'est pas des sujets faciles. Quand on voit les infos le soir, ma fille, je vois bien que ça l'inquiète. Comment tu gères justement les angoisses de tes enfants sur ces sujets-là qui, je pense, t'atteignent aussi? C'est dur. C'est dur parce que moi je culpabilise. En fait, quand ils sont petits, leur expliquer qu'on a tout niqué. C'est. Ouais. Alors, c'est là où justement c'est la casquette solutionniste. En fait, j'ai formé les équipes de Milan, tous les magazines jeunesse là, et j'en étais venue à me dire que comme on a je crois que c'est Cyrulnik qui a fait ça, il a fait une charte pour les écrans 3-6-9, je sais plus si elle est encore valide, mais il disait en fonction des âges, il y a des usages d'écrans différents. D'ailleurs, ça va changer, ça encore bientôt. Mais du coup, je m'étais dit sur l'écologie, c'est pareil, il y a des manières d'en parler en fonction des âges. Donc les tout petits, ils ont pas le cerveau câblé pour comprendre. Donc en fait, on ne peut que les éveiller à la nature et semer en eux un rapport au vivant dont ils se souviendront toute leur vie. Un respect, une compréhension, une sensibilité. Et puis surtout, la sensibilité, le fait de pouvoir gratouiller la terre, de monter un arbre, d'être sensible à la lumière ou au son, enfin, de savoir observer, savourer un instant, regarder les oiseaux. Enfin, tout ça, pour moi, fait partie de ce qu'on va semer dans leur corps physiquement de manière inaltérable. Ça va créer ce qui viendra faire des réminiscences plus tard, des souvenirs, enfin tout ce qui sera fondamental ensuite quand ils vont grandir. Et ça, je pense qu'il faut l'entretenir tant que possible chez les enfants, même toute sa vie, si on peut. Et après, en fonction des âges, on peut rentrer dans le geste pour l'enfant. Alors, je sais que l'éco-geste est très critiqué parce que c'est insuffisant, il faut quand même le faire, mais l'éco-geste en tant que tel est insuffisant pour changer la donne. Qu'est-ce que t'appelles éco-geste ? L'éco-geste, c'est les petits gestes individuels de tri, il y a eu beaucoup de débats là-dessus ces dernières années. Je pense que c'est des éco-gestes, on les fait, mais après ça n'empêche pas j'aime pas opposer les choses, donc allons-y, il faut les faire, mais il faut aussi lutter pour que le système change dans son ensemble, on est d'accord. Donc l'éco-geste seul, mais pour un enfant, à partir de 3 à 6, 8 ans, ces gestes-là sont une façon de les rassurer et de leur montrer qu'ils peuvent agir à leur échelle. C'est quelque chose chez l'enfant qui est constitutif d'une manière d'avoir une prise sur ça, et donc faire attention à l'eau, faire attention aux déchets, ramasser ça chez les enfants, c'est prouvé, ça les rassure. Et puis après il y a quand ils sont plus grands, et notamment à l'adolescence, il y a des questions qui vont apparaître. Il a
pour le coup, qui deviennent plus compliquées. Et là, c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut faire rentrer la dimension collective de ce qu'il est possible de faire. Donc, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle de voilà, c'est aussi un rappel de ce que ça veut dire en fait, faire monde, d'accepter les différences, d'accepter les inégalités, d'accepter ce qui fait que c'est pas facile. C'est un apprentissage, voilà. Et à travers ces valeurs-là, on peut aussi nourrir autre chose. Et puis en fait, je vois bien que les jeunes comme toi ou d'autres, je suis frappée par la maturité de la jeunesse d'aujourd'hui. Je veux dire, elle m'inspire énormément dans ce qu'elle porte, la facilité à en parler, parce que ça nous oblige aussi. Mais voilà, mon prise de conscience, moi je l'ai eu à 18-20 ans, mais j'étais incapable d'en parler comme le fait Camille Etienne ou Salmé Saké. Je trouve ça très chouette, leur manière de s'en emparer, parce qu'elles ont du cran. Et donc je crois beaucoup au fait que les générations qui se suivent se renforcent aussi. Et que ce qu'elles font là, elles vont semer à leur tour chez le plus jeune, sans doute chez ma fille et mon fils, et que eux iront porter aussi d'une autre manière. Et je crois en donc mes phases de découragement dont je parlais, les hauts et les bas, etc. Je pense que mine de rien, même si on a parfois l'impression qu'il y a des ressacs et qu'on repasse par des cycles d'oubli et de redécouverte, etc., je crois quand même qu'on grandit un peu en conscience et que on repasse pas forcément au même endroit. Il y a quelque chose qui pousse, quoi. C'est comme les voltes là que font les plantes, hein. Quand elles s'accrochent à quelque chose, ça pousse, ça va en hauteur, ça voilà, et ça va germer de partout. Et donc ça, c'est ça qui me fait en fait croire que voilà, des fois c'est dur. Des fois, on se dit que c'est fichu, mais je crois que là, on est rentré dans ce côté où il va falloir qu'on bascule à l'échelle collective. Mais il va falloir s'accrocher et surtout, il faut rentrer en politique. Il faut rentrer dans une lutte, mais où on ne considère pas que le vote est inutile, où on ne considère pas que agir à cet espace-là, c'est sale. Et ça, pour le coup, c'est peut-être là où aujourd'hui, dans la jeunesse, j'ai un vrai doute sur cette capacité à entendre ça. Et c'est une inquiétude que j'ai. Parce que je pense que justement, parce qu'on divertit beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de distractions, de capture de l'attention, et que il y a beaucoup de fake news aussi, enfin qu'on ait une forme de manipulation de la part du système numérique et économique, je crois qu'il y a une difficulté à trouver une forme de réengagement dans la société. Et le divertissement dont on parlait, alors à voir comment on le qualifie tout à l'heure, mais m'inquiète pour ça. Parce que j'ai peur que parfois ça nous éloigne des sujets essentiels et qu'il y ait un désinvestissement. Non, mais quand on regarde les chiffres des élections, de l'abstention, voilà, on peut aussi beaucoup parler des jeunes engagés, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas engagés, voire qui veulent juste vivre leur vie, et c'est leur droit. Mais c'est pas ça qui va nous faire réagir. Donc il faut aussi investir les espaces de pouvoir pour pouvoir plus tard prendre des bonnes décisions. Et ça, aujourd'hui, on le considère pas. J'entends beaucoup de militants qui disent ah non, moi je suis un partisan. Mais oui, mais ça veut dire quoi de s'engager si à un moment on rentre pas dans le dur de voilà, l'écologie est un sujet profondément politique. Donc à un moment, il faut aussi le porter à cet endroit-là pour voilà, et ça pour le coup, les médias ont aussi du mal à traiter cette question. Bref, ouais, d'aller jusqu'au bout. Et justement, pour reboucler sur la question des nouveaux imaginaires, qui je pense en fait te permet de, comme on disait, par la fiction, par tout ça, et qui peut-être sont aussi d'autres graines qui permettront de cet engagement-là derrière, parce que l'émotionnel serait un peu plus, serait dedans. Je me demandais, comme avec Place to Be, par exemple, il y avait la question des nouveaux imaginaires. Quel est le nouvel imaginaire que toi tu portes ? Je sais pas si j'ai un nouvel imaginaire. Et je serais bien... Comment dire, je le porte pas comme un nouvel imaginaire. Je crois juste que je vois les espaces où on devrait basculer. Mais j'ai pas. C'est compliqué comme question. Je sais pas si je réponds bien d'ailleurs. Mais avec Place to Be, quand on a monté l'événement, on avait fait cette Creative Factory où des artistes, designers, journalistes, enfin qui voulaient en fait venaient par tranche de 48 heures, ils réfléchissaient à un sujet. Voilà, je crois qu'il nous faut pas un imaginaire, il nous en faut beaucoup. Mais justement, comment est-ce qu'on crée des nouveaux imaginaires sur ces sujets-là, qui sont en fait réinventer le monde quelque part?
En fait, ça fait 10 ans qu'on en parle. En gros, c'est depuis le film de Cyril Dion, là, Demain, qu'on a dit il faut des nouveaux récits. Nous, avec Place to Be, on l'avait porté, on a fait des tentatives. Depuis, d'autres, on fait des fabriques. Il y a eu plein de choses, mais à titre personnel, j'ai rien vu émerger qui me dise waouh. Et je crois que il nous faut des petites choses. Enfin, il y a des comment dire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut tout investir. Que l'imaginaire que peut porter juste une musique, même sans parole. Un spectacle, comme j'ai vu là récemment via ma meilleure amie, qui s'appelle l'après-midi d'un fun autour juste de la société plastique, et juste hyper beau, et suffit à faire passer quelque chose dans l'indicible, comme on peut avoir des pièces de théâtre, du slam, du cinéma, l'imaginaire peut être porté de multiples manières. Il s'agit surtout de faire sauter ces verrous et d'offrir un autre regard sur le monde. En fait, ce qui me plaît, c'est la manière dont tout ça peut nous décentrer. Et du coup, nous faire un pas de côté ou un virage, ou on l'appelle comme on veut, mais permettre cette bascule-là. En fait, c'est juste cette capacité à libérer l'envie. C'est ça pour moi, c'est le côté ah bah oui, et si je faisais ça, et si j'y allais, et si j'arrêtais pourquoi pas. Mais c'est ça pour moi, l'imaginaire fertile, il va se nourrir là. Et j'ai pas besoin qu'on me raconte des fictions. Je déteste ça. J'ai jamais aimé ça. Je n'aime pas les discours où on se projette au futur, parce que je ne rentre pas là-dedans. Je suis pas, voilà. En revanche, il y a des romans, il y a des romans qui peuvent très très bien parler de ces questions sans forcément se projeter, juste en expliquant les choses avec force de détail. Enfin, je veux dire, c'est ça les fictions qui pour moi sont les plus fertiles, parce qu'elles vont poser une petite graine et faire pousser par la suite une considération différente. Voilà. Donc j'en ai pas un. Je crois que je m'inspire de toutes choses. C'est un peu ça, mes petits capteurs. Moi, mes petites antennes, elles sont là, puis elles vont essayer d'aller grappiller ça. Et tu disais que dans l'enquête sauvage, justement, ma révolte est un carburant puissant qui alimente mon travail d'information. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de cette révolte? Enfin, je pense qu'on l'a bien. Enfin, moi, je pense que j'en ai un joli aperçu après avoir discuté avec toi. Et c'était plus. Est-ce que tu crains d'un jour ne plus être révolté? Est-ce que je crains? Est-ce que je suis encore en... Non, je crois pas. Je crois que je le serai plus le jour où on aura vu advenir en fait les changements qu'on attend, mais est-ce qu'on les verra un jour? En fait, je crains plus de pas les voir advenir, mais il y a beaucoup de militants qui disent ça. Ils disent en fait des fois les luttes, il faut concevoir qu'elles se font sur le temps long, et que dans le temps de l'histoire, on verra peut-être pas leur aboutissement de notre vivant, mais me dire que ça contribue à, oui, c'est déjà beaucoup. C'est pas le colibri qui fait sa part, c'est juste me dire j'aurais fait mon possible. Voilà. Et ça pour moi c'est le plus important. Ne pas rester dans une forme d'inaction. Et écouter ce qui pour moi fait sens aujourd'hui dans cette envie d'être juste dans tout ce que je disais, tout ce qui traverse, quoi. Mais je crois ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que les différentes révoltes, elles arrivent à s'allier. C'est ça qui nous manque le plus. Quand je disais tout à l'heure, c'est aussi l'organisation politique, c'est ça qui aujourd'hui pêche un peu. Il y a des luttes qui s'organisent de partout, mais on n'a pas la capacité de s'organiser. Et ça m'interroge. C'est un vrai sujet de pourquoi n'arrive-t-on pas à faire masse, alors qu'en face, la montée des extrêmes, surtout de l'extrême droite, en fait, des nationalismes, du populisme, m'effraie énormément. Et quand tu regardes l'avenir, quand je t'ai écouté sur le podcast, si je me trompe pas, Histoire de Fées, où tu parlais de ta valeur ajoutée et t'y réfléchissais, je me demandais si justement il y avait... là, demain, dans ton activité, tu penses réajuster des choses? Est-ce que cette
1, 2, 3, 4. Valeur ajoutée, tu penses qu'elle est toujours là? Ou parce que justement, dans ce podcast-là, tu posais la question. Ou est-ce que... Aujourd'hui, moi, je ne sais pas rester intranquille. Je me remets tout le temps en question. Et chaque année qui passe, je fais des choses très différentes. Donc, c'est pas toujours confortable parce que je sais pas de quoi je vais financièrement vivre. Mais bon, je peux me permettre de prendre des risques. Mais au niveau de mon métier, il y a des moments où j'ai eu des francs ras-le-bol à me dire faut que je change, à quoi ça sert. Et notamment quand je bossais là pour Vert par exemple, j'avais l'impression de refaire des papiers que je faisais il y a déjà 15 ans. Et je me disais mais j'ai l'impression qu'on raconte les mêmes choses, qu'on refait des articles sur les labels, on couvre l'actu, mais à quoi bon quoi? J'avais ce côté un peu à quoi ça sert? Sauf que là, aujourd'hui, il y a plus de monde qui s'intéresse à ça, qu'ils arrivent à porter ça bien, qu'il y a une audience différente. Donc, si, ça, c'est quand même utile. Mais il a fallu que je passe par une grande réflexion après cette expérience qui était de me dire, mais voilà. Mais du coup, cette réflexion-là a pas été facile, mais elle a nourri en fait l'envie de porter d'autres projets aujourd'hui, notamment plus en local, où j'ai envie où je me suis posé des questions de savoir comment aller toucher les gens plus près de chez moi. Et du coup, c'est encore à chaque fois l'utilité pour moi, elle est pas de rester dans le confort de ce que j'ai pu bâtir, elle est plus dans aller chercher l'inconfort d'un espace qui a pas été encore exploré et et j'aime bien ces espaces inconfortables. J'aime bien parce qu'en fait, je crois que je suis besogneuse et j'ai besoin d'aller gratter pour aller trouver des réponses. Et donc du coup, à chaque fois qu'il y a des espaces un peu inexplorés, c'est là que je vais. Donc là, voilà, c'est un peu ce qui me traverse en ce moment. J'ai envie de faire des choses et je vais prendre énormément de temps pour les faire parce que j'ai pas de sous. Plutôt, je travaille pour mettre des sous de côté et arriver à les porter avec des gens assez formidables que j'essaie de réunir. Mais je repars de zéro. Et c'est vrai que des fois, je me dis, oh là là, mais t'as 43 ans, Anso, mais t'as des copains maintenant, ils sont directeurs d'ONG, il y en a qui ont des super postes dans les rédacs, tu pourrais te poser, gagner bien ta vie et être plus tranquille. Mais je crois que je peux pas. Voilà, je peux pas. Donc j'ai besoin de faire plein de choses. Et c'est ça qui me nourrit en fait. Est-ce que si t'avais pas déjà fait ce changement vers le journalisme et en fait porter cette révolte et ces messages-là, est-ce que tu penses que tu pourrais dire que tu serais passé à côté de ta vie? Si j'avais pas fait ça, je sais pas. Parce que c'est un peu un truc que j'entends souvent, tu vois, là où on est à ce moment-là où il faut prendre un peu des décisions, où c'est un peu la peur, tu vois, de se dire justement, je vais me réveiller à 40 ans et je vais me dire merde, je suis passée à côté de ma vie et je suis passée à côté de moi et... je pense qu'il est jamais trop tard et qu'on est riche en fait aussi des choix qu'on fait. Moi, il y a des choix que j'ai fait que j'ai regrettés, que j'ai très mal vécu, mais en fait qui m'ont fait grandir après. Je crois que se tromper n'est pas un problème si on sait après comprendre pourquoi on n'était pas bien dedans et ajuster et qu'on en sort grandi parce que ça reste des leçons. Donc moi non, j'ai passé ma crise de la quarantaine, je suis en train d'en sortir bien, mais je me suis quand même posé la question de il y a 20 ans je voulais faire ça, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc là je peux faire check, je suis contente, je suis heureuse, c'est chouette, j'ai de la chance pour ça. Maintenant, est-ce que je reste dans le métier ou pas? Si ça, je me suis posé la question. Est-ce que j'ai encore une valeur ajoutée? Est-ce que aujourd'hui, vu l'évolution du monde de l'information, et qu'est-ce que je peux me permettre, sachant que d'autres maintenant font le job très bien, où est ma place en fait et qu'est-ce que j'ai envie d'aller nourrir? Ça, je me suis posé cette question. Et c'est quoi la réponse? Là, cette année, j'ai beaucoup de projets d'écriture, donc en tant qu'autrice, je choisis plus les piges que je fais et les enquêtes. Et je suis très heureuse des sujets sur lesquels je travaille ou pour lesquels on vient me chercher. Et je me laisse du temps de développement pour ces projets plus personnels. Voilà.
C'est vrai que j'ai hésité, mais je me suis dit, en fait, je crois que je suis bonne à rien d'autre qu'à faire ce que je sais faire. Voilà, je suis pas à l'abri dans 10 ans de refaire, ou dans même 5 ans, peut-être une autre mise à jour où je me dirais, bon, ben voilà, est-ce que là, t'es toujours contente? Ou est-ce que t'as envie de passer Enfin, je pense que la vie, c'est ça, en fait, ces cycles-là. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'enthousiaste? Plutôt. Ouais, plutôt. Alors après, souvent on me dit, est-ce que t'es plutôt pessimiste, optimiste? Et je dis toujours que je suis possibiliste, c'est-à-dire que je suis de nature très prudente et très réaliste, mais ça m'empêche pas d'être enthousiaste. Donc je vais souvent essayer de solutionner, de prendre les choses comme elles viennent et me dire, oh là là, on va s'adapter, voilà. Et avec l'âge, je crois que je prends aussi les choses avec moins d'angoisse, plus de liberté par moment, ou de légèreté. Non, oui, l'enthousiasme, oui. Après, ça dépend pourquoi. Mais de manière générale, Si, ça va. Pour l'instant, il est encore là. Il est pas tout le temps là, mais là, ça va. On s'y accroche, on essaye de le cultiver. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu aurais une référence que tu aimerais bien nous partager, que ce soit un livre, une musique, un film, un documentaire, un article qui t'a inspiré et que voilà, tu serais heureuse de nous partager, Elia? Le spectacle dont je parlais tout à l'heure, que j'ai parlé pardon, je parle plus français. Le spectacle que j'évoquais tout à l'heure et dont j'ai parlé dans la dernière édition de Novelita. C'est marrant parce que quand j'écris sur Novelita, là, ça pousse doucement, mais je parle d'un truc qui me vient, une réflexion, une idée, ou une lecture. Et là, j'étais en Bretagne. Alors, c'était les vacances scolaires, mais j'ai beaucoup travaillé en fait. Et donc, avec une amie qui m'a dit, il y a ce spectacle qui passe, faut trop qu'on aille le voir. Et donc, en fait, ça s'appelle L'après-midi d'un fun, donc le nom du vent, qui reprend aussi, en fait, indirectement le titre d'une chanson de Debussy. Et en fait, c'est magnifique. Donc là, c'était la version pour enfants, mais elle existe aussi, cette représentation pour adultes en étant en format plus long, mais c'est juste très poétique, et c'est juste sublime. Et c'était un mouvement un peu en suspension, de danse et un peu de cirque autour du souffle, autour du plastique, mais c'est fait avec une telle douceur que ça peut que être dans l'émerveillement. Et apparemment, ça fait 10 ans qu'il tourne comme ça en France, donc c'est un spectacle qu'il faut aller voir. Donc ouais, ça c'était. J'ai oublié le nom de la compagnie. Je sais Pia. Je le mettrai en Pia, je sais plus son nom. Et ça, ouais, ça m'a fait du bien en fait. Et c'est ces petits moments-là d'espace de bien, tu vois, moi qui m'ouvre les chakras, qui m'ouvre la tête, et c'est ce côté de cultiver cet espoir. C'est mon divertissement à moi, où je me fais énormément plaisir. Mais c'était très chouette. Et voilà, ça c'est. Après, Par curiosité, tout à l'heure, tu évoquais un peu, tu vois, ces romans qui mettent un peu des graines d'imaginaire. Et je me demandais si tu en avais un à recommander. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est une amie qui l'a écrit, mais je le dis pas parce que c'est une amie. Elle sait que j'ai adoré son roman. C'est La part cachée du monde, d'Ève Gabriel. Et c'est son deuxième roman, et je le trouve. J'adore la première scène qui se passe sous la neige. Voilà, et toute cette histoire autour du lien au vivant, et avec aussi l'emprise du numérique. Enfin, c'est un roman qui est très chouette. J'ai beaucoup aimé. Après, je lis énormément de choses. Donc, écoute, voilà, je pourrais donner plein de références. Ouais. Mais déjà, merci pour ces deux-là. Est-ce que tu aurais des liens vers lesquels rediriger pour les personnes qui auraient envie de suivre un peu ce que tu peux écrire et tes réflexions on a parlé de Novelita, alors sans que j'explique trop ce que c'était, mais Novelita, en fait, est né en janvier 2024, parce que j'ai fermé le blog que j'avais pour Le Monde depuis 12 ans. Donc, c'était un espace où je
j'étais journaliste invitée et je prenais les sujets comme ils me venaient et du coup je me suis dit il faut que j'ai un autre espace à moi. Donc moi c'est mon petit espace et donc du coup j'ai lancé Novelitech comme ça en disant j'ai envie de parler du vivant dans tous ses émois et c'était un peu une prolongation de l'enquête sauvage, de dire j'ai envie de mettre dedans un peu de moi, un peu de ce que je lis, un peu de la vie du monde vivant. Donc je peaufine encore, mais je l'ai dit, c'est un espace où il n'y a pas de normes ni de formes définitives. Pour l'instant, c'est juste cet espace de liberté. Voilà. Et après, j'ai toujours ce travail aussi beaucoup sur les médias, l'information. Donc il y a les médias, le monde et moi.com, un site où qui regroupe un peu tout ce que j'ai fait avec d'autres sur ce sujet. Et puis après, de manière générale, quand j'ai le temps, j'ai un site de moins en mieux où je mets un peu ce que je fais, mais je l'actualise pas plus que ça. Après, il y a déjà pas mal de choses dessus. Ouais, voilà. Je l'ai épluché, il y a le temps de... Ouais. Après, de bien s'occuper. Après, sinon, c'est sur LinkedIn ou les réseaux sociaux, mais où je m'exprime... quand j'ai un truc à dire. Voilà. Pas tout le temps. Parce qu'en fait, c'est pareil. Ça, voilà. La contrainte de l'entretenir mais quand ils reprennent bien l'info, c'est chouette. Tout sera partagé. Ouais. Je vais t'offrir les mots de la fin. Ah, moi? Oui. Non. C'est toi qui va les annoncer. Ok. La question que j'aime bien, le cadre que j'aime bien offrir pour cette fin, c'est un peu qu'est-ce que tu pourrais dire en un mot ou en une idée, à un auditeur ou une auditrice qui n'ose pas nécessairement se lancer dans cette voie qui l'intrigue, dans ce projet dormant, dans là où ça vibre. Comment inviter quelqu'un à oser essayer? Juste essayer de vous écouter. Enfin. Ça peut faire peur, ça peut être inconfortable, on peut ne pas être dans un espace de sécurité parce que mais je crois que on ne peut que se laisser porter par une envie ou par ce qui nous parle en fait. Ça serait contre-productif de pas assumer ça. Donc et même si c'est aride au début, si vous sentez que vous êtes à l'espace où vous devez être, je pense que c'est la meilleure voix qu'on puisse écouter. Je ne peux que conseiller ça. Après, c'est compliqué parfois d'entendre sa voix, ou parce que parfois on n'a pas les moyens, on n'a pas les conditions matérielles. Donc je dis ça aussi depuis un point de vue qui, pour moi, je me suis toujours, pour l'instant, je touche du bois, débrouillée. Mais essayer d'être à cette écoute-là, c'est important. Et puis après, si on parle d'écologie, il faut pas attendre d'être totalement légitime pour agir. Hein. On peut toutes et tous faire quelque chose. L'essentiel, c'est de trouver la porte d'entrée ou l'espace où ça rend ça facile et confortable. Mais c'est laisser de la place à soi. Voilà. Eh bien, merci pour tout ce partage et ce témoignage super inspirant, de mon point de vue en tout cas. Plein de bonnes graines de réflexion et d'imaginaire qui, j'espère, parleront à ceux qui t'écouteront d'ici à la saison 3. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane et aujourd'hui je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?